Bonjour à tous et bienvenue sur l'épisode numéro 8 du podcast NetApp. Je suis Yann Bizel, Technical Account Manager chez NetApp. Pour m'accompagner aujourd'hui, par qui je vais commencer ? Je vais commencer peut-être par Guillaume Sevinski, aujourd'hui Technical Partner Manager. Salut Guillaume. Hey, c'est Guillaume. Salut les filles, salut les gars, salut tout le monde. Toujours le hey, la petite signature, Guillaume, pour That's son it. introduction. Yves Weisser, salut Yves, Consulting Solution Architect chez NetApp. Salut les loulous. Et tiens, au fait, et Guillaume, tu sais que hey en anglais ça veut dire du foin. Juste comme ça. C'est un peu ce que j'apporte dans ce podcast. C'est Du foin. Du foin. Ouais, j'aurais été plutôt ailleurs dans la ferme, mais on va pas s'étendre là-dessus. Aujourd'hui, on a un invité un petit peu particulier par rapport aux invités qu'on a pu avoir avant, puisque c'est un profil, on va dire, plus commercial, en contraste par rapport aux invités plus techniques qu'on avait sur les épisodes précédents. Et il s'agit de Richard Cohandet, Account Manager chez NetApp. Salut Richard. Salut Yann, merci pour cette invitation. Je vois qu'il y a une chaude ambiance. Alors, et les loulous ont déjà été pris. Donc, je vais essayer d'être un peu plus classique, parce que je suis en face vraiment d'un trio comique et technique. Donc, bonjour. Ah oui, attention. Oui. Bonjour à tous. Richard Cohandet. Donc, effectivement, je suis Account Manager chez NetApp depuis 3 ans et demi. Et je suis ravi d'être là pour ce premier exercice me concernant. Ouais, tout à fait. Alors, c'est intéressant parce qu'on va discuter moins de technique aujourd'hui. Alors, même s'il y a beaucoup de account managers chez NetApp qui sont quand même assez techniques et qui ne sont pas des complètes billes non plus et qui savent ce que c'est je vais dire le mot, qu'un filer ou une baie de stockage. Ou le snapshot. Le cloud. Le snapshot. Comment ? Ou un snapshot. Est-ce que tu es capable d'expliquer les snapshots en faisant un whiteboard avec des petits carrés et des petites flèches, par exemple ? Les yeux fermés, les mains dans le dos. Richard, qu'est-ce qui t'a amené chez NetApp et qu'est-ce qui a commencé ce voyage de la donnée chez nous ? Écoute, un certain nombre de choses. Juste pour revenir, alors sans vous raconter ma vie, mon œuvre, je suis tombé un peu dans l'IT tout petit et très tôt, parce que j'ai pas été très longtemps à l'école, mais j'ai rencontré des gens qui m'ont fait confiance et qui m'ont formé à ce métier du commerce dans le secteur technologique. Et puis, juste avant NetApp, j'étais déjà dans le monde de la donnée, puisque j'étais dans le monde de la sauvegarde, principalement. Dans le monde de la sauvegarde et de la gestion des données non structurées. Donc déjà, on commençait à se rapprocher un peu de ce que faisait NetApp. Et puis après 6-7 ans de bons et loyaux services dans l'entreprise dans laquelle j'étais, j'ai voulu changer de crèmerie, comme on dit. Et puis, j'ai regardé un peu le marché et dans les sociétés qui m'ont attiré, il y a une NetApp. Alors, il y a plusieurs raisons à ça. La première, c'est un nom connu. NetApp, ça fait plus de 25 ans que ça existe. Donc, il y a une réputation. Quand on est une société qui a un certain nombre d'années d'exercice sur son métier, elle a une réputation. Celle de NetApp était très bonne. Donc, c'est toujours un point important, un point positif. Alors, elle l'est toujours. Hein. Ah oui, j'ai dit elle l'était ? Alors, elle l'était, je me remets dans mon contexte de recherche de l'époque, donc je fais référence à ce passé, mais effectivement, elle l'est toujours, tu as tout à fait raison. Il y a les très à cheval sur le vocabulaire. Je vois ça. Ah, mais je vais essayer de me tenir vraiment à carreau sur cet exercice. Donc, alors, je me remets quand même dans mon contexte, parce qu'il y a pas que le son de cloche de ce petit microcosme constructeur dans lequel on évolue, où tout le monde, effectivement, avait plutôt une bonne image de NetApp. Moi, j'avais déjà des clients, donc je questionnais un peu mes clients, qui, eux, également, avaient une très bonne image de NetApp et des produits, donc c'était déjà un bon point. Puis, en fait, il faut se remettre un peu dans le contexte. Il y a 4 ans, il y a une vraie explosion de l'intégration du cloud avec les infrastructures on-prem. On sent que tous les constructeurs et les éditeurs ont un message autour de cela. Et puis, certains ont un message plutôt marketing, un peu moins ancré dans une réalité qui commence vraiment à être présente chez les clients. Et puis, en me renseignant, comme tout le monde, un peu sur Internet, sur YouTube, je tombe sur un concept qui s'appelle effectivement la Data Fabric. Et je tombe un peu stupéfait par l'évidence de ce concept-là.
et tout l'intérêt qu'il présente justement dans cette dynamique d'hybridation. Alors je cherchais à la fois, mes critères étaient, étaient assez particuliers, je cherchais une société avec une histoire, qui était dépositaire de quelque chose, d'un message, donc pas forcément une start-up, hein, comme on a coutume de le décrire, tout en étant une société qui était capable d'avoir un message pour s'ancrer dans le futur. Et j'ai trouvé cette synthèse-là chez NetApp. La Data Fabric, moi je me rappelle effectivement, c'était il y a combien de temps C'était il y a 5 ans, J'ai joint je crois, NetApp hein. il y a... 2014. Même avant, je dirais. Même avant 2014. On en parlait déjà. J'ai joint NetApp en fin 2012, effectivement, ça doit être à peu près ça. Et je me rappelle de ces meetings qu'on a... Enfin, c'est un truc que nous avait pondu, entre guillemets, Georges Kurian à l'époque. Et on était tous en train d'essayer de créer notre message un peu personnel, chacun autour de cette histoire qu'il venait de lancer. Alors, on était là dans des salles de réunion, je me rappelle, à l'époque, à essayer de construire le truc. Alors, on avait les pièces classiques, hein, le snapshot, Snap Mirror, le cloud. Je crois qu'on avait quelque chose qui s'appelait Cloud on Tap, qui commençait à arriver, peut-être à l'époque. C'est ce qui a peut-être lancé la Data Fabric, le fait qu'on puisse faire tourner on tap dans le cloud. Et effectivement, chacun a dû construire son message et créer, pour nous, c'est quoi la Data Fabric et comment est-ce qu'on va en faire quelque chose de plus qu'un message marketing. Force est de constater qu'en 5 ans, 6 ans, effectivement, c'est devenu quelque chose. Et c'est aujourd'hui qui est quelque chose qui a une signification, la Data Fabric, et qui résonne, ou qui commence à résonner auprès de nos clients. Qui fait même plus que résonner, parce que on le met des fois dans nos présentations, mais c'est un terme qui a été même repris par le Gartner aujourd'hui, hein, C'est vrai. qui fait partie des 10 préoccupations majeures que doivent avoir les DSI, c'est construire cette data fabric, construire cette architecture sans frontières, si je puis dire, où la donnée peut circuler, quel que soit son protocole, son format, entre différents hosts, on-prem, dans le cloud, chez différents service providers. Enfin voilà, c'est ce côté assez universel dans la gestion et la circulation de la donnée que j'ai trouvé intéressant. Je trouve résonner bien avec ce que le futur qu'on commençait à envisager pas mal de clients, ce qui est une réalité plutôt aujourd'hui. Ouais. Voilà ce qui m'a attiré chez NetApp. Après, j'ai poussé un peu les portes, hein. J'ai fait comme souvent, j'ai fait jouer un peu de réseau, j'ai demandé si je pouvais être reçu par les gens qui étaient en fonction à l'époque. Je ne sais pas si on a le droit de les citer encore. Coucou Bruno, coucou Thomas. Et j'ai beaucoup travaillé, beaucoup préparé mon entretien. Voilà. Et ils m'ont fait confiance. Et voilà, ça fait presque 4 ans que j'y suis. Bienvenue chez NetApp. Merci. Alors, quel genre de clients tu gères ? Est-ce que tu as un territoire nommé ? Est-ce que c'est... Quels sont tes clients chez NetApp ? Alors, sans forcément citer de nom, mais... Le pire, c'est que, je voulais rentrer chez NetApp. 2, j'avais en plus quelques exigences. Alors, et j'ai eu la chance qu'elles soient satisfaites. Je voulais m'occuper de clients plutôt finance. Pour plein de raisons, parce que c'est un secteur qui bouge, qui se digitalise beaucoup, avec beaucoup de nouveaux usages. Donc, ça rentrait bien dans la logique d'innovation que je recherchais. Donc, je m'occupe de clients, ce qu'on appelle des FSI, hein, des Financial Services, qui sont principalement des banques. Je me suis occupé de certaines assurances mutuelles également. Et aujourd'hui, j'ai quasiment que des banques. Alors, c'est intéressant parce que souvent, les banques, c'est les premiers à mettre leurs données dans le cloud et tout ça. Donc, c'est vrai que du coup, c'est c'est quelque chose. Je dirais, là encore, oui et non. Ce sont des gens qui innovent, donc ce sont des gens qui, de par ce besoin d'innovation, de production rapide de nouveaux environnements applicatifs, avec des microservices, des choses comme ça, sont obligés de considérer à un moment donné, sont obligés, c'est pas une obligation, mais forcément vont aller chercher l'agilité du cloud pour pouvoir être plus rapide dans leur go-to-market. On parle de fintech souvent. Ouais, exact. C'est quelque chose qui les... Ouais. Mais ce qu'on constate, c'est que souvent, ces institutions financières vont aller chercher des services ponctuels, vont faire du développement, vont faire beaucoup d'allers-retours entre le cloud et leurs applications on-prem. Et puis derrière, en revanche, la partie production
souvent restent dans le data center, alors principalement pour des contraintes réglementaires. Hein, on sait que les banques sont sujettes à beaucoup de contraintes en la matière. Donc il est encore un peu, même si les cloud providers avancent extrêmement vite pour créer des contextes propres à héberger des données critiques et à cocher ce qu'on appelle la case compliance, hein, pour les services financiers. Donc, mais ce qu'on constate encore là, aujourd'hui, c'est que les banques ont besoin à la fois d'aller chercher l'agilité dans le cloud, ou de la créer d'ailleurs dans leur data center, mais gardent quand même des infrastructures en propre pour pouvoir se satisfaire à ces questions réglementaires. Je dirais que dans l'absolu, ça correspond exactement au message de la Data Fabric, hein, c'est-à-dire la bonne réponse, elle n'est pas forcément dans le data center ou dans le cloud, elle est souvent entre les deux, voire à cheval sur les deux. Et c'est ce qu'on propose et c'est ce qui est, c'est ce qui fait écho avec les clients. Alors, c'est marrant ce que tu dis, parce que c'est vrai que les banques, souvent, hésitent à aller dans le cloud pour ces histoires de réglementation, mais quand tu discutes un petit peu avec eux, tu te rends compte que ça fait des années qu'ils utilisent Office 365. Et qu'ils sont déjà dans le cloud, mais sans le savoir. Et donc, c'est là qu'on voit que finalement, le cloud est déjà rentré chez ses clients depuis des années, par des portes peut-être déviées, mais en tout cas... c'est déjà Non, et pourtant la messagerie est si ce n'est l'application critique par excellence, avec des données on ne peut plus sensibles qui y transitent. Donc c'est effectivement un peu paradoxal, mais c'est comme ça. La messagerie a très très vite effectivement été externalisée ou confiée par des gens qui la proposaient déjà, hein, finalement, hein, qui ont finalement créé leurs outils, créer du SaaS avec leurs outils. Par contre, moi je constate vraiment que les applications, le dur, hein, le métier, l'Oracle, le SAP, toutes ces applications-là, et les applis métiers, les développements qui en découlent, aujourd'hui ont du mal à sortir. Il y a un peu de résistance aussi. C'est finalement, c'est très sain, je trouve, comme situation, parce que ça crée une dynamique, des réflexions, et puis des fois il y a ce qu'on appelle des workloads qui partent dans le cloud parce que c'est la bonne décision, qu'elle fait consensus, et puis parfois non, parce qu'il y a des applications qui ne sont pas externalisables aujourd'hui. Et puis parfois on fait des erreurs, et il y a aussi des clients qui font des choix, qui en reviennent. Alors c'est l'intérêt quand on fait ces choix-là aussi d'avoir des solutions qui nous permettent de faire des erreurs, et puis de garder la donnée, qu'elle soit mobile. On peut, et puis avec la donnée, il y a des choses qui, à un instant T, font du sens à mettre on-prem, et puis dans le futur, on va vouloir les déplacer vers le cloud, et puis peut-être les ramener. Alors, je sais que c'est un petit peu le scénario slideware qu'on vend, que la donnée soit idéalement mobile à un endroit A, B, et puis qu'on la bouge dans tous les sens. Mais parfois, ça existe quand même, ce use case, je pense. Non, il parle de mobilité. Il y a aussi, je pense, une fidélité des clients qui est plus la même qu'il y a 10, 20, 30 ans. Moi, je le vois, ne serait-ce que personnellement. Si j'ai un besoin de voyager, comme on le faisait avant, vous vous rappelez, il y a quelques mois, j'avais une banque qui me permettait d'optimiser les coûts, les dépenses à l'étranger, et qui ne me servait qu'à ça, avec une carte. Et ce service-là, j'aurais pu le prendre dans ma banque, j'aurais pu le prendre ailleurs. L'utilisateur final, en fait, va être dragué par tellement de nouveaux entrants, de nouveaux services complètement digitalisés, qu'au final, la banque traditionnelle, si elle ne met pas en place des services qui sont sexy pour l'utilisateur, le client, il risque de partir ailleurs. Donc oui, il y a un cœur de métier qui ne pourra pas forcément bouger tout de suite parce qu'il est solide, il est compliant, il est performant, mais il y a tout un tas de nouveaux services qui ont besoin de cette agilité du cloud, et c'est là où effectivement avoir une solution, un environnement, une infrastructure pensée Data Fabric te permet d'être innovant tout en étant compliant.
faire le grand Oui, écart. bien En fait. sûr. Après les clients sont aussi capables, il y a déjà un moment, mais aujourd'hui c'est très mature, de finalement recréer dans leur data center toute la souplesse, l'agilité, le mode de provisioning qu'on peut trouver dans le cloud, avec une maîtrise de bout en bout. Donc finalement, on en revient à des questions après de coût. Est-ce qu'il est plus intéressant de mettre... Alors, au-delà de l'environnement ou d'un workload qu'on déciderait de mettre dans le cloud ou pas dans le cloud, il y a aussi une notion qu'il faut intégrer, c'est la valeur de la donnée dans le temps, si je puis dire. C'est-à-dire que la donnée qui, à un moment donné, fait sens d'être au plus près des applications parce qu'elle nécessite des gros besoins de performance, des latences très faibles, voilà, c'est ce qu'on appelle la donnée très vivante, très fraîche. Passer quelques semaines, mois ou années pour des questions diverses et variées, on peut remettre en cause ce postulat et considérer qu'à un moment donné, elle serait mieux, cette donnée, ailleurs, parce qu'elle ne requiert plus les mêmes besoins de performance, la même fréquence d'accès, notamment. Donc, à ce moment-là, il y a aussi cette logique d'architecture hiérarchisée, où la brique de stockage qui va conserver cette donnée à T0 n'est pas forcément la même dans un an ou deux. Donc là encore, on peut à l'issue repositionner la question du cloud. Est-ce qu'à un moment donné, une donnée qui serait devenue froide ou tiède ou qui nécessiterait moins de fréquence d'accès serait peut-être pas mieux à un moment donné sur un tiers type glacier ou autre tiers de conservation long terme. Voilà, donc peut y avoir... Le cloud ne répond pas forcément à la question basique de est-ce qu'un workload est mieux à gauche ou à droite. Il y a aussi des notions de data protection, de sécurité, de sites de disaster recovery qui, à un moment donné, sont peut-être plus intéressants quand un cloud provider a déjà une infrastructure existante que de remonter un data center pour avoir une copie externalisée, par exemple. Donc il y a plein de questions. Là encore, tout ça rentre dans la logique de la data fabric qui n'est pas en tout cas un frein à ces arbitrages-là. C'est finalement l'intérêt, c'est que la boîte à outils NetApp, elle permet de faire tout ça, quelles que soient les orientations que veulent prendre les clients. Donc c'est très confortable de travailler chez NetApp pour ça. Très bien. Une partie des belles années de NetApp, on va dire, ça a été beaucoup la virtualisation. On a beaucoup été aidé à l'époque par VMware, pour ne pas les citer, avec l'essor de la virtualisation sur du NFS, qui a fait que NetApp est devenue une plateforme extrêmement populaire pour la consolidation de workload. Donc ça a été un rebond, à mon sens, ça a été un rebond assez important pour NetApp et ça a marqué l'histoire de NetApp de manière assez forte. Est-ce qu'aujourd'hui, tu vois le cloud comme étant peut-être représentant le même type de rebond aujourd'hui en 2021 et est-ce que NetApp est toujours pertinent, dans le data center, ou est-ce que NetApp va devenir une société de vendeurs de cloud, finalement, et puis délaisser un peu cette partie data center? Parce que c'est parfois un petit peu ce qu'on entend. Alors, c'est quoi ta vision là-dessus? Moi, je pense pas. Je pense pas. Je pense que je dirais qu'il y a deux environnements qui progressent de façon parallèle et qui ont la chance de se rejoindre chez NetApp. La modernisation du data center, elle est permanente, elle est continue. On a eu l'arrivée des technologies flash. Alors maintenant, on a en grande partie effectué la conversion de nos clients disques mécaniques vers des technologies flash. Donc on a apporté cette modernité, l'optimisation de l'empreinte dans le data center, et on a connecté ce data center au cloud. Alors encore une fois, moi je considère que les deux fonctionnent ensemble. On le voit, ce qu'on appelle le core business chez NetApp est en croissance. Les derniers chiffres qui ont été publiés par les analystes montrent qu'il n'y a que deux acteurs, alors je ne citerai pas le deuxième, tant pis pour lui, mais il n'y a que deux acteurs sur le monde du stockage qui font de la croissance
sur ce que les observateurs appellent l'AFA, hein, c'est le flash array, hein, finalement, donc l'unité de stockage flash. Donc NetApp continue à faire de la croissance. C'est bien le signe que le data center continue de progresser et continue d'être un gros contributeur dans le revenu de NetApp. Et puis en parallèle, on voit que les revenus issus des cloud services, sont en explosion. Alors certes, on part pas du même point, hein, mais on affiche quand même des croissances, je crois, de l'ordre de 200%. Donc il y a une réalité, c'est la concrétisation finalement dans les résultats de cette stratégie Data Fabric. Donc moi, je suis pas on parle beaucoup de cloud parce que c'est une réalité chez les clients et que le stockage, tout le monde a tendance à savoir peut-être un peu plus ce que c'est. Mais je pense qu'on parle beaucoup surtout de notre intégration avec le cloud et de l'hybridation des infrastructures. C'est comme ça que je définis NetApp aujourd'hui. C'est certes un vendeur de services cloud, un vendeur de stockage, c'est avant tout un vendeur d'infrastructures hybrides. Avec après la proportion que vous voudrez en mettre entre le cloud et le core business, elle dépend de chaque contexte client et des obligations auxquelles ils sont sujets. Mais Ouais, c'est ça. Il y a une forte croissance des solutions cloud. On entend beaucoup parler de cloud, et notamment chez NetApp, et on a l'impression qu'il n'y a plus que ça. Mais comme tu le dis, c'est quelque chose qui arrive, qui est beaucoup plus récent, qui a mécaniquement une croissance qui est beaucoup plus importante. Mais je pense que NetApp mise, et la vraie stratégie de NetApp, c'est miser sur tous ces environnements. C'est miser sur notre core business, qui est 25 ans d'expérience sur le stockage d'entreprise. Et puis, depuis un peu moins d'une dizaine d'années, cette croissance vers le cloud et faire en sorte que les deux fassent un ensemble cohérent et puissent permettre à nos clients d'être créatifs avec leurs applications et puis d'aboutir leur data journey ou leur digital transformation. J'ai pas oublié de buzzword, là, on a tout. Il y a aussi un point qu'il ne faut pas oublier, c'est que les cloud services peuvent être également, bien sûr, poussés par nos partenaires, mais qui ont également, eux, des offres as a service. Parce qu'au bout du bout, le client, ce qu'il attend quand il va dans le cloud ou qui cherche de l'agilité, c'est effectivement ce as a service, que ça soit simple, que ça soit efficace, que ça soit agile et tout de suite maintenant. Et de plus en plus de partenaires font l'acquisition de solutions soit objet, soit full flash, pour développer leur propre IaaS ou PaaS. Et moi, encore cette semaine, j'ai un partenaire qui me dit, voilà, on a acquis 2 A400, on va faire du VMware, de la VM as a Service en NFS, comme Richard vient d'en parler. Et on a de plus en plus ce type de use case où des partenaires qui étaient revendeurs de solutions et qui mettaient en avant leurs services, maintenant poussent également leurs propres infrastructures en mode consommation, en mode je délivre du IaaS, du SaaS, du PaaS, du AAS. Tu peux pas t'empêcher, à chaque épisode, Guillaume, il faut que tu parles des partenaires. C'est bizarre. Les partenaires sont mes amis, il faut les aimer aussi. Oui, mais c'est nos amis. Moi, j'ai une histoire. Je vais pas vous raconter toute ma vie, mais j'ai une grande partie de mon parcours professionnel en tant que channel manager. Donc, je me suis occupé de beaucoup de partenaires. Je ne citerai pas lesquels, mais du coup, j'en connais l'utilité, en tout cas, et la complémentarité. Et il y en a dans le giron NetApp qui manipule très très bien la boîte à outils que nous fournissons, si je puis dire. Important. Très bonne image. Ouais. Bien. Non, je repensais à ce que venait de dire Guillaume. Moi, il y a un sujet qui me plaît, un use case que j'adore adresser chez NetApp. Tu parlais de stockage objet, c'est un vrai truc que je suis depuis 10 ans, le stockage objet, et qu'enfin j'arrive à vendre depuis quelques années. On en parle depuis 2 ans. Et c'est quelque chose qui existe depuis très très longtemps. Ah ouais. NetApp avait fait l'acquisition d'une société il y a plus de 10 ans de cela, si je dis pas de bêtises. Voilà, qui est une bonne techno, toujours là, donc une bonne techno qui a bien évolué.
Mais là d'où je viens, dans le monde de la sauvegarde, on parlait déjà de stockage objet. On essayait de positionner ce type de technologie pour remplacer les bandes à l'époque, dans une logique d'archives, gestion d'archives, conservation long terme, qui est toujours un cas d'usage aujourd'hui. Après, chez NetApp, j'ai eu la chance de trouver effectivement une super offre. Alors, j'en ai vendu chez presque tous mes clients. Ils en sont tous presque très contents. Je ne vais pas les citer aujourd'hui, mais ça va faire des jaloux. Mais ils sont tous très contents et alors sur des cas d'usage tellement différents que je trouve que ça donne une ouverture et ça permet de repositionner aussi nos sponsors internes historiques, tous les gens qui gèrent le stockage dans les entreprises, les repositionner comme fournisseurs de nouveaux services en interne, pouvoir aller chercher des équipes de développement, donner de l'autonomie à des équipes de développement pour partager de la donnée sans pour autant qu'ils soient administrateurs de systèmes de stockage. C'est toujours dans la logique, j'en parlais tout à l'heure, d'organisation hiérarchisée du stockage, où là aussi, on a une grosse base installée NAS chez NetApp. On sait que les NAS génèrent beaucoup de données froides. Quand nos clients ont fait la conversion vers des NAS full flash, le flash, c'est une super techno qui est hyper performante, qui apporte plein de bénéfices, de la déduplication, plein de choses. Mais c'est quand même une techno qui reste chère, de par les services qu'elle apporte. Donc à un moment donné, quand sur un NAS, on a généré beaucoup de données froides ou peu accédées, il peut être intéressant d'avoir des mécanismes pour déplacer cette donnée vers un tiers type objet qui est moins coûteux. Et là encore, j'ai trouvé une super boîte à outils chez NetApp, avec cette capacité qu'on a d'intégrer dans un espace cohérent 2 tiers de stockage. Et à ma connaissance, tel que c'est fait, il n'y a que chez NetApp qu'on arrive à faire ça. Ça plaît beaucoup aux clients. Tu parles d'un cluster qui est capable en même temps de servir du NVMe à très basse latence et puis en même temps du disque rotatif avec un protocole S3 par exemple, et ça dans une même entité. Rotatif. Rotatif, on n'a pas que des perdreaux de l'année quand même. Et tiens, dis-nous là, régulièrement aussi, il y a le débat qui revient pour dire que les anciens protocoles sont morts et au profit de stockage objet. Est-ce que toi, avec tes clients, tu as régulièrement ce genre de discussion ? Alors, on rentre souvent du stockage objet pour... Je vais venir à ta question, mais... pour une gestion d'un existant, une optimisation d'un existant, souvent le cas archive ou rétention long terme est un cas d'usage qui permet de justifier la mise en place de ce qu'on appelle une grille objet. Mais très vite, les clients se posent la question des applications, je dirais S3, ou en tout cas compatibles S3, qui pourraient tourner sur ce type de stockage. Là, dans le monde des financial services, il y a effectivement beaucoup d'applications dites cloud ready ou basées sur beaucoup de microservices qui sont tout à fait adaptés à ce type de stockage. Mais ce sont des applications qui viennent en complément ou qui sont des nouveaux usages qui ne remplacent pas le core business, encore une fois. Donc, NFS, CIFS, Fiber Channel sont des protocoles qui continuent à exister, à croître même chez les clients. Je pense à NFS, on voit qu'il y a, vous avez parlé de la virtualisation, mais il y a plein de cas d'usage aussi. On a plein de clients qui font tourner des bases Oracle. Là aussi, on pourra en parler. On a plein de super trucs, des Snap Center for Oracle. On a une façon de gérer ces environnements chez NetApp qui est très, très sexy pour nos clients. Mais on a aussi toute une communauté de nouveaux développeurs qui sont très friands d'un protocole S3. Et donc là encore, on arrive pour apporter de la complémentarité. Donc pour moi, les deux fonctionnent en parallèle, se développent en parallèle. Donc, est-ce que tu arrives à établir un dialogue avec... alors on parle de nouveaux acheteurs finalement, et c'est vrai que c'est des gens qui peut-être, et même souvent, ne connaissent absolument rien au stockage. Est-ce qu'on arrive à établir ce lien, à sortir de notre sphère de la discussion typique avec l'équipe de stockage pour aller ouvrir la discussion vers les applications honneur
et avoir ce dialogue pour comprendre l'application des clients et expliquer aux application owners comment nous, on peut les aider. Est-ce que tu arrives à avoir ce dialogue avec tes clients? Alors, ça fait partie de notre mission chez NetApp. On sait qu'il y a un héritage dans l'organisation des clients qui est très souvent siloté, où les équipes sont tous des organisations verticales dans l'entreprise et peuvent avoir des difficultés à communiquer entre elles. Donc, une de nos missions, c'est justement d'essayer à un moment donné de mettre autour de la même table chez nos clients des équipes de développeurs, des organisations DevOps et des organisations qui administrent des systèmes de stockage. Donc, on y arrive de plus en plus. Là encore, on est bien servi par notre technologie, en tout cas le portfolio de NetApp, qui va permettre aux équipes qui gèrent le stockage historiquement de pouvoir aller proposer à ces nouveaux acheteurs, si je puis dire, en tout cas à ces nouveaux demandeurs, des nouveaux services qui correspondent à la façon dont ils travaillent. Une intégration, je parlais des équipes DevOps, mais on a une intégration orientée API qui permet d'avoir une intégration avec tous les outils de la communauté DevOps. On a un plugin qui s'appelle Trident, vous pouvez trouver sur le site de NetApp, qui est super intéressant. J'ai bien entendu. Ça doit être ça, surtout toi. Donc on sait effectivement fournir du stockage par exemple des notions de stockage persistant pour les gens qui manipulent des conteneurs dans les entreprises, qui ne sont pas forcément toujours les administrateurs de stockage historique. Donc ça fait partie de la dynamique pour nous, c'est d'être capable de mettre tous ces gens-là en relation parce qu'ils les uns apportent des services aux autres et puis souvent ça permet aussi d'éviter ce qu'on appelle le shadow IT des équipes DevOps. Si les systèmes de stockage en place leur permettent pas d'avoir un provisioning rapide, adapté, ils vont aller le chercher ailleurs que dans l'entreprise. Forcément. Voilà, donc ça échappe un peu à tout contrôle. C'est pas que c'est bien ou pas bien, j'ai pas de jugement par rapport à ça. Mais à un moment donné, il y a une production, ça fonctionne avec des règles de sécurité, on parlait de compliance et autres. Donc le shadow IT souvent ne satisfait pas à ces règles-là. Donc il est important de pouvoir repositionner l'organisation en tant que service provider pour ces nouveaux besoins. Voilà. Merci Richard. Nous voilà arrivés, je pense, au terme de cet épisode. Qui aura le mot de la fin? Tu peux le faire avec un peu plus d'envie, de plaisir et merci Richard. Et, tu vois, j'essayais de prendre mon ton intervieweur sérieux. Mais là, énormément d'expérience. Là, il y a eu 3 décès, 4 suicides. On a perdu tout le monde, c'est ça? Je tiens à dire que pourtant, vous vous êtes très bien tenu. Essaye avec une musique de années 70, peut-être que ça marchera. Appuie sur ton bouton jaune, là. Non, je vais éviter la musique des années 70, parce que sinon, ça risque de donner quelque chose de très différent. Merci encore, en tout cas, Richard. De rien, c'était un plaisir. Ça a été un plaisir partagé. Merci de ta vision et de ce partage. Merci, Yves et Guillaume. De nada. C'est un plaisir aussi. Je vais souhaiter à nos auditeurs une bonne soirée, une bonne nuit, un bon week-end, une bonne journée. Des bonnes vacances. Un peu tout ça en même temps, en fonction de quand est-ce qu'ils nous écoutent. Un bon confinement, forcément, parce que c'est ce qu'on peut vous souhaiter de meilleur. Et on se revoit le mois prochain pour un invité qui sera peut-être désigné par Richard. Alors, on va pas l'annoncer tout de suite, mais on va réfléchir à ça. Et on se retrouve le mois prochain. Salut tout le monde. Salut. Ciao. Ouais, c'est sympa comme exercice. Attends, je suis en train de regarder là, ce que j'ai l'impression. Que ça n'a pas enregistré. Si, c'est bon. T'enregistres le Zoom, ça va. Si, c'est bon. Non, il n'y a pas de problème. Non, c'était sympa, écoute. Je rétablir, supprimer l'enregistrement. Qu'est-ce qu'il met, lui? Alors, le truc supprimé, surtout, Non. Rétablir, supprimer l'enregistrement. Rétablir, voilà.
très bien. Je voyais un regard coupable avec une petite goutte de sueur qui perlait à Non, ton... tout va sur bien, ton tout va front bien. lisse.